Alors, venez vous installer pour jouer à un jeu pour comprendre plus sur le café, pour pouvoir en savoir encore plus et découvrir des petites astuces ou des histoires, ou vous qui vous intéressez au café. Alors, on va vous expliquer comment jouer. C'est très simple, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes avant de commencer. Vous avez vos micros ? Ouais. Oui. Et tu as le truc pour passer ? Non, mais j'ai vu avec mon ami technicien. Normalement, on est un super binôme. Ah, bon, et en théorie, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Bon, ouais, super. Et juste pour vous introduire un peu le jeu, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Kahoot. C'est un système qui a été inventé pour les étudiants pendant le confinement, pour pouvoir avoir vraiment des cours un peu ludiques et pédagogiques. L'idée, c'est qu'il va y avoir plein de questions de culture générale café. Évidemment, les bonnes réponses compteront plus de points, mais il y a aussi le temps de réponse. Le plus rapide vous êtes, plus vous avez de points. Donc en gros, à la fin des 18 questions culture générale, il va y avoir un seul grand gagnant qui remportera un super café de chez Oven Even, merveilleux torréfacteur de Bordeaux, et quelques goodies de chez Belco. Voilà. Donc en gros, les bonnes réponses, lisez bien les questions, c'est comme au code de conduite. Et le temps de réponse compte aussi. Excellent, j'ai rien à rajouter. Surtout sur le excellent torréfacteur bordelais. J'aurais pu dire très excellent, mais bon. Est-ce qu'on a des professionnels de café dans la salle? Non, que des amateurs? C'est bien, tous au même niveau. Ou des tricheurs. Bon, on vous laisse quelques minutes pour vous enregistrer encore. Si vous êtes aussi vieux ou plus vieux que moi et que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous demander. Vous pouvez soit flasher le QR code, soit taper sur Google Kahoot, Kahoot.it. Et là, vous rentrez le petit code PIN que vous voyez à l'écran, 580 023. Oui, en fait, une fois que tout le monde sera inscrit, notre super binôme de la régie pourra faire commencer. Et là, vous verrez les questions. En fait, vous allez avoir à l'écran les questions que Dimitri et moi, on va pouvoir répéter à l'oral. Et en fait, les réponses seront sur votre téléphone. Donc, si par exemple, vous avez une question, vous arrivez bien à lire tous? Je vous vois plisser des yeux. On va lire les questions et les réponses, mais techniquement, par exemple, on va dire Colombie est une réponse jaune. Sur votre téléphone, vous cliquez sur la partie jaune. Vous verrez, c'est simple. Je suis peut-être en train d'embrouiller là. Même moi, j'ai compris. Bon, ça doit aller. Dans le code de conduite, c'est quoi, 40 questions? Le code de la route? Je me rappelle plus. Ouais, voilà, c'est un peu loin. Ouais. Là, il n'y en a que 18, ça va. Il y a combien d'inscrits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout le monde a réussi? Vous voulez de l'aide? Vous n'y arrivez pas? À chaque...
On peut y aller quand vous voulez. Hein. Juste pour, avant de donner la parole à Laure. Donc, première journée du Paris Coffee Show. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent l'espace conférence. Donc, vous êtes dans un espace où vous avez 19 conférences sur 3 jours avec des tables rondes et des petits moments entre les conférences tables rondes avec des moments de 30 minutes avec des experts qui viennent vous parler sur des sujets particuliers. Et puis là, un petit jeu pour vous faire découvrir et mieux comprendre l'univers du café. Et puis de pouvoir avoir une culture générale encore plus importante dans l'univers du café de spécialité. Voilà, je passe la parole à Laure, Jubert et Dimitri qui vont se présenter hein, quand même, ça serait sympa. Et puis Laure, je te laisse la main et je joue. Tu joues aussi, bravo. Bonjour à tous, on est ravis de faire ce jeu avec Dimitri. Ça nous a beaucoup amusé de l'organiser ensemble et on espère que ça vous amusera tout autant. Je travaille chez Belco, qui est une entreprise importatrice de café et de cacao, qui est basée à Bordeaux. Et l'idée, le quiz qu'on vous présente, c'est le quiz qu'on fait passer à la fin des formations vraiment découvertes de café. Donc là, c'est un quiz un peu 360 sur l'origine du café, la torréfaction et l'extraction. Ce qui est un peu le travail de Belco, c'est aussi de former les torréfacteurs et baristas qui sont nos clients au 360. Donc bonjour à toutes et à tous, moi je suis Dimitri Grodevol, je suis le cofondateur et torréfacteur de Oven Heaven Coffee à Bordeaux, donc tous les deux bordelais. Je suis très content qu'on fasse ce jeu aussi, c'est un format un peu inédit pour nous deux. Ça va être super sympa de voir vos réactions, etc. et de vous apporter quelques petites précisions sur chaque réponse. Il y a plein de pièges. Non, je plaisante. Le but vraiment, c'est voilà, comme a dit Laure, c'est de faire un petit survol rapide des petites notions un peu café culture, extraction, etc. Et puis peut-être aussi au passage casser quelques vérités qu'on pense savoir. C'est toujours amusant d'apprendre comme ça. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts ? 1. Lisez bien les questions. 2. Soyez rapide si vous le pouvez. Et 3. Amusez-vous bien. Chef, c'est parti ? Alors, de quel pays est originaire à l'état sauvage l'espèce Coffea arabica ? Le Yémen en rouge, l'Italie en bleu, l'Éthiopie en jaune et le Sud-Soudan en vert. Réponse à choix multiples. Oui, on peut choisir plusieurs réponses. Alors bon, vous avez tous répondu plus ou moins ce qu'on attendait. Il y a 2 bonnes réponses. L'Éthiopie et le Sud-Soudan, c'est effectivement deux pays qui sont collés. Hein. C'est les 2 endroits où en fait on a découvert en fait les espèces Coffea arabica, les variétés de Coffea arabica qui est une espèce Coffea arabica. Qui sont endémiques en fait de cette région. Ça veut dire qu'ils se sont développés à l'état naturel en premier dans cette région. Et faut savoir que dans ces zones-là, il existe des centaines et des centaines de variétés sauvages et on en découvre et on en identifie toujours plus tous les ans. Donc c'est la botanique en termes de caféiculture, ça c'est pas si vieux que ça. Ça fait pas si longtemps qu'on s'y intéresse de manière très sérieuse et c'est encore un travail en cours. Donc c'est encore des zones dans lesquelles on découvre des nouvelles espèces, enfin des nouvelles variétés tous les ans. Et il y en a quelques-uns qui ont répondu le Yémen. Le Yémen, c'était le pays producteur de café. On a planté des arbres, donc c'était pas à son état naturel. Donc on peut comprendre qu'il y a eu cette petite misunderstanding. Autre question ?
Et c'est X Marine Lux qui est en tête avec 857 points. Qui est cette personne? Levez la main. Bravo. Suivi de très près par Lucie. C'est ça. Magnifique. Oui. Non. Mais je le précise en général. Si je le précise, c'est que ça peut faire éviter un piège. Puzzle. Là, on va reclasser, donc on va bouger avec son doigt les pays, classer en volume du plus grand au plus petit producteur de café. En 1, rouge, Éthiopie. En 2, Colombie bleue. En 3, Honduras jaune. Et en 4, vert, Brésil. C'est très studieux comme ambiance en tout cas. Ça triche pas trop d'ailleurs. Bravo. Donc en 1, évidemment, le plus gros pays producteur de café, c'est le Brésil, qui représente quasiment la moitié de la production mondiale en termes d'arabica. Le deuxième, la Colombie, suivi de l'Éthiopie, donc ce pays producteur terre-mer du café, et suivi par ce tout petit pays d'Amérique centrale qu'est le Honduras. À savoir, donc petit bémol pour l'Éthiopie. L'Éthiopie a, comme vous le savez sûrement, une grosse crise intérieure depuis quelques années. Et il y a aussi une crise de marché dans le café éthiopien qui a mené pas mal de producteurs cette année dans la région d'Harar notamment à abandonner la caféculture pour aller vers des productions notamment d'eucalyptus et d'autres choses. C'est des pays qui font beaucoup de volume, mais c'est des pays qu'il faut quand même continuer à soutenir en achetant des cafés qui sont mentionnés venant de là-bas, parce que c'est pas parce qu'ils en exportent beaucoup que c'est forcément très très rémunérateur. Voilà. Donc vous pouvez continuer à acheter des pays comme ça, des cafés de pays comme ça pour continuer à les soutenir, parce que c'est pas parce qu'ils sont dans le top 4 qu'ils ont gagné la bataille du bon café payé au bon prix. On passe au suivant. Place au classement, et c'est Stéphane qui prend le lead devant Romu. Oh là là, on change complètement le tableau là. Qui est Stéphane? Bravo. Quelle percée de Stéphane. Ouais. Alors, un vrai ou faux, le Robusta fait-il partie de la même espèce botanique que l'Arabica, le Coffea? Une seule bonne réponse. Merci. Excellent. Alors, vrai, on a 5 bonnes réponses et 10 fausses. En fait, c'est la même espèce botanique, mais ça va être en fait vous allez avoir des grosses différences fondamentales entre les deux, entre le Coffea arabica et le Coffea canephora. Donc, vous connaissez sous le nom de Robusta. Vous allez avoir des différences chromosomiques, vous allez avoir des différences aussi d'adaptation à certains climats, à certains terroirs. Vous n'allez pas avoir les mêmes taux de lipides, les mêmes taux de sucre et les mêmes taux de caféine, notamment, sur le produit fini. Mais la base de la base de la base, c'est la même. Ce sont des Coffea. C'est des cousins, en fait. Voilà. Et vous en avez d'autres. Vous avez le Liberica, vous en avez plein d'autres. Si vous avez des questions, vous ne comprenez pas, Marie-Hélène peut passer dans l'assemblée avec un petit micro s'il y a vraiment des sujets importants que vous voulez qu'on creuse un peu avec vous. Et c'est Romu qui passe devant. Tu as été déconnecté ? Ouais, je suis désolée. Ça, je ne sais pas faire. Quel process est montré sur la photo? 1, process lavé. 2, process nature. 3, semi-lavé. Et 4, black honey. C'est une question à choix multiple. On peut avoir plusieurs bonnes réponses.
Les deux bonnes réponses étaient le process lavé et semi-lavé. Là, vraiment, ce qui est important de voir, c'est que c'est un grain quasiment nu. Donc, on a retiré la cerise autour. Cette cerise-là, quand elle est encore présente, c'est ce qu'on appelle le process nature. Donc, concrètement, on récolte les cerises et on les fait sécher quasiment directement sur des lits de séchage. L'indice, vraiment, c'était que le café était vert. Donc, il a encore sa parche autour, sa petite coque de protection. Et ce process-là s'appelle le process lavé. Pourquoi laver? Parce qu'on l'a dépulpé avec une dépulpeuse, passé dans de l'eau, donc lavé, et ensuite, on le fait sécher. Vraiment, la différence visuelle, c'est quand c'est vert, donc quand il n'y a plus la cerise autour. Alors là, c'est lavé ou semi-lavé. Il y avait une autre option, il y avait marqué aussi Black Honey ou Honey. On va le passer dans une dépulpeuse, pareil, mais cette fois-ci, on va garder du mucilage autour. Et ce mucilage, qui est vraiment comme un gel très collant, de la pectine avec plein de sucre, va vous donner une couleur assez marronâtre. Donc vous n'avez plus la cerise, mais il est plutôt vert. Voilà, un petit peu marronâtre. Évidemment, ces process-là de séchage, ce sont des process de séchage, vont donner des profils au café très différents. J'ai rien à ajouter. On peut avancer. Quelle grosse percée de X Marinux qui reprend la tête. Alors, un vrai ou faux? Ceci est un process nature. Vrai ou faux? Difficile. On vous a donné un petit peu la réponse. Et donc c'est faux, comme vous a expliqué juste à l'instant Laure. Si ça avait été le cas, la cerise aurait été intacte. C'est-à-dire qu'elle aurait été conservée en son entièreté pour la fermentation, donc avec l'exocarpe, donc la peau, et tout ce qui est à l'intérieur. Et on voit sur la photo que ce n'était pas le cas. Voilà, il y avait cette couleur marronâtre, mais on était certainement sur un process intermédiaire. Voilà. Du coup, question Dimitri, le gagnant qui va gagner ton paquet de café, c'est quel process? Ce sera un nature. Là, c'est une Marine on fire. Hein. Bravo Marine. Puzzle, même principe que tout à l'heure avec les productions de pays. Remettez dans l'ordre les étapes du process lavé. On vous a un peu donné la réponse tout à l'heure. J'ai pas parlé de la fermentation. C'est vrai. C'est le seul truc. Marie-Hélène, c'est quoi ton pseudo? Alors, si vous vous souvenez bien, quand on récolte la cerise, soit on la fait sécher directement sur lit, donc ça c'est nature, et pour le laver, on va d'abord la dépulper dans une dépulpeuse. Ensuite, on va pouvoir le fermenter si on le souhaite, mais en tout cas c'est après dépulpage, avec le mucilage, et ensuite on va se débarrasser totalement de ce mucilage en le lavant. Si on l'avait gardé, ça serait un process Oni, celui que vous avez vu sur la photo d'avant. Et en toute fin, là, on va le mettre sur un lit de séchage.
Il faut savoir que, comme vous a dit Laure, le mucilage, c'est très collant. Donc le fait de fermenter le café, ça aide dans deux choses. La première, c'est qu'il va y avoir des transferts. Par la fermentation, il va y avoir la création de nouveaux goûts, d'accord, avec l'action des bactéries. Il va y avoir des transferts de sucre aussi. Et ça va aider justement après sur la phase de lavage, ça va aider à laver, en fait, à retirer ce qui reste du mucilage beaucoup plus facilement. Si on ne faisait pas de fermentation, bon, déjà en termes de goût, ce serait moins intéressant. Et ce serait très 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 galère d'arriver à tout enlever de la parche. Quand on dit que c'est collant, c'est très 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 collant. Qui pourra la rattraper? Est-ce encore possible? On est à 6 questions sur 18 et Marine est à 4391 points. Bravo. On fire. Alors un petit quiz réponses multiples. Ça peut être plusieurs réponses. Que désigne Mocha avec un K ou Mocha CH? Donc soit un port au Yémen en rouge, en bleu une cafetière, en jaune une pâtisserie et en vert une boisson. Alors là, il n'y a pas de mauvaise réponse puisque toutes les réponses sont bonnes. Voilà, c'est un peu l'école des fans. Du coup, ça peut, selon l'orthographe, en fait, ça peut désigner un peu tout. Un port au Yémen, donc ça a été historiquement, on considère que c'est un des, si ce n'est le premier port d'importation de café, en fait, d'Arabica, qui avait été envoyé là-bas pour ensuite être cultivé sur place. Ça peut être une cafetière, donc ce qu'on appelle en France la cafetière italienne, donc la moka pot en anglais. La pâtisserie, c'est une pâtisserie au café, tout simplement. Et la boisson, le moka, traditionnellement, c'est un latte avec du chocolat. Voilà. C'est pas ça les cappuccinos qu'on retrouve partout? Non, c'est mocha. C'est un moka. Et place au classement. Sans surprise, Marine est devant. Inarrêtable. Quiz, question à choix multiples. Sous quel autre nom est connue la variété Bourbon pointu? 1. Mocha. 2. Bourbon rouge. 3. Lorina. 4. Lorino. Une seule bonne réponse, c'est le Lorina. Le Lorina, c'est mon surnom dans le café chez Belco. La Lorina. C'est une variété qui est très rare parce qu'elle est assez fragile. C'est pas facile de la faire pousser. Qui est très appréciée parce qu'elle est très faible en caféine, naturellement. Alors, c'est pas un décaf naturel, mais c'est quand même une variété qui a très peu de caféine. Le Lorina, on le retrouve notamment très bien exprimé dans toute l'Amérique latine. Le Bourbon pointu, il vient d'où? À votre avis, l'île de Bourbon? C'était où? La Réunion. Bravo. Donc c'est les Français qui avaient reçu en cadeau un Arabica et qui l'ont planté à La Réunion. Le Bourbon pointu est toujours cultivé à La Réunion et après avoir bien évolué à La Réunion, on l'a emmené en Amérique latine et c'est devenu le Lorina. C'est des grains qui sont pas très grands et qui sont assez reconnaissables à l'œil nu parce ils sont très élancés. Voilà. Comme un joli grain de riz un petit peu. Exactement. Bref, super variété si vous pouvez en trouver un jour et la déguster, c'est délicieux, faible en caféine et fatalement assez cher. Marine est devant. Alors, un vrai ou faux, le café n'a qu'une seule récolte par an.
Eh bien, c'est ça, c'est faux. Vous avez, dans la très 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 grande majorité des cas, vous avez 2 récoltes par an. Il y a souvent dans les pays producteurs, donc les pays producteurs se trouvent entre les 2 tropiques. Il y a souvent dans les pays producteurs des phénomènes météo locaux ou régionaux, comme par exemple en Colombie, El Niño et la Niña, et tout ça, ça va entraîner en fait par des périodes de pluie et un peu plus sèches, des floraisons de l'arbre et donc du café qui va pousser et donc des récoltes. Voilà. On n'est pas sur un arbre qui ne va donner qu'une fois. Un caféier, ça peut vivre. On commence à le récolter après 2-3 ans. Ça commence à bien avoir du rendement à 4-5 ans et ça peut durer très longtemps. En général, les caféiculteurs les font durer jusqu'à 10-12 ans. Mais voilà, ça va donner dans la plupart des cas 2 fois par an. Il y a une plus grosse récolte, plus importante, et une plus petite qu'on appelle mitaka, notamment en Colombie. Et c'est Marine Amazing. qui lead. Puzzle, replacer dans l'ordre les étapes du cupping, notre super processus pour déguster le café. En rouge, écumer. En bleu, casser la croûte. En jaune, verser l'eau. En vert, peser le grain. Normalement demain. Je crois que c'est à 15h. Qui n'a jamais cuppé? Levez la main. Ok. Si vous voulez tester l'aventure du cupping, alors il y en a un peu partout sur différents stands sur ces 3 jours. Normalement demain, Dimitri en donne un à 15h. Chez Belco, vous en avez tous les matins à 11h. Et le cupping, c'est vraiment notre langage international du café entre tous les acteurs, entre les producteurs, les importateurs, les exportateurs, les torréfacteurs, les baristas. L'idée étant vraiment d'offrir tout le potentiel au café de s'exprimer. On n'a vraiment pas l'influence d'une méthode spécifique. On met la même quantité de café, la même quantité d'eau, la même température, tout pareil, et on laisse uniquement s'exprimer le café. La bonne réponse était donc, d'abord, on pèse sa quantité de café, étant voulu toujours la même quantité. Ensuite, on verse son eau. On casse la croûte. Bon, évidemment, ceux qui ne connaissent pas ce phénomène-là, vous pouvez trouver ça un peu spécial. Quand on laisse infuser l'eau avec le café, va se former une croûte au-dessus. Cette croûte, elle est très importante. Déjà, elle va garder la chaleur du café dessous et en plus, elle va attraper les arômes. Et si demain, vous allez, ou aujourd'hui, tester votre premier cupping, peut-être que vous pourrez demander à casser cette fameuse croûte parce qu'à ce moment-là, on stoppe l'infusion, mais surtout, on a tous les arômes qui ont été emprisonnés dessous qui vont se libérer pour le plus grand plaisir de vos narines. Et ensuite, on écume, c'est-à-dire qu'on retire cette croûte, parce que alors là, si on l'a pour déguster, c'est pas très agréable. Exactement. En gros, dans cette croûte, il y a du gras aussi, des lipides. Et les lipides, ça a la fâcheuse tendance de s'agglomérer sur votre langue, ce qui va vous empêcher de goûter ce que vous allez vouloir goûter après. Voilà. Et c'est Marine. Morgane tente une percée, a priori. Ah ouais, bravo, on fire. Alors un puzzle, pareil, remettre dans l'ordre les phases de la torréfaction. Donc en rouge, la réaction de Maillard, en bleu, le premier crack, en jaune, le temps de développement et en vert, le séchage. C'est pas très grave.
Alors, bon, c'est normal qu'il y ait majoritairement des mauvaises réponses. Donc, les phases rapidement. En gros, la torréfaction, donc, ça veut dire ça vient du latin torréfactio, ça veut dire sécher en brûlant. Donc, en gros, on va cuire le café. Pour ça, comme son nom l'indique en latin, on va d'abord le sécher. Pourquoi ? Parce que la deuxième étape, la réaction de Maillard, elle requiert 3 choses principales. Elle requiert un milieu acide, d'accord, beaucoup d'apport d'énergie extérieure et un taux d'humidité en dessous de 2%. Le café vert ayant, selon quand on le reçoit, s'il est de bonne qualité, entre 8,5 et 11,5-12% d'humidité, il va falloir se débarrasser de cette eau-là, qui est dans le café vert, pour que la réaction de Maillard se démarre. La réaction de Maillard, c'est exactement ce qui se passe quand vous cuisez un steak à la poêle. Vous allez voir en fait la couleur changer et vous allez avoir des réactions chimiques qui vont se produire. Donc il y a plein de sous-réactions au sein de cette réaction. Vous pouvez juste vous retenir en gros que vous allez avoir les acides aminés, donc ce sont des protéines qui vont manger des sucres et ça va créer entre autres une caramélisation et la modification de certains arômes. Voilà. Le premier crack, c'est quoi ? Cette eau qui est emprisonnée à l'intérieur du café, elle va se transformer en vapeur et en fait elle va créer une pression interne à l'intérieur du grain qui est tellement forte que le grain il va craquer, donc il va exploser à ses endroits les plus fragiles, c'est-à-dire à ses extrémités. Et à la suite du premier crack, donc on va, nous torréfacteurs, considérer ce qu'on appelle un temps de développement. C'est le temps entre le premier crack et la fin de la cuisson. Voilà, ce temps de développement, on le prend en temps et on le prend aussi en pourcentage vis-à-vis du temps total. Là, ça peut nous donner une indication, en gros, des saveurs, du corps, etc., qu'on va pouvoir aller chercher. Ces étapes, c'est quelque chose d'indicatif, puisque la torréfaction, il faut que ce soit vu comme quelque chose de global. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on réussit une phase et pas l'autre que ça va créer précisément tel ou tel arôme ou tel résultat. C'est vraiment un process global qu'il faut voir de manière holistique, on va dire. Voilà, on ne peut pas découper. Ça, c'est vraiment indicatif. C'est la base de la base. On t'a perdu, Morgane. Par contre, Marine est toujours là. Morgane, je suis déçu. Vrai ou faux ? Chimiquement, il y a plus de caféine dans une torréfaction foncée que dans une torréfaction claire. La réponse est c'est faux, ce n'est pas vrai. La caféine ne se dégrade pas pendant la torréfaction. Donc, ce n'est pas parce que vous achetez une torréfaction claire ou foncée que vous aurez plus ou moins de caféine. En général, on peut confondre, on se tromper parce qu'en général, on associe la torréfaction foncée peut-être avec du Robusta qu'on retrouverait dans un gentil café du quartier. Et là, pour le coup, oui, il y a plus de caféine dans du Robusta. Mais non, la torréfaction n'influe pas sur le montant de caféine. Sauf si on tire par les cheveux et qu'on se dit qu'en fait, ça dégrade un peu plus le grain et que du coup, on pourrait aller un peu plus loin. Mais globalement, si on devait simplifier, non, ça ne dégrade pas la caféine. En pourcentage par rapport au poids, oui, mais en quantité, non. Gwen remonte en force. Alors, quiz, que signifie TDS? Total Dissolved Sucrose, Total Dissolved Solubles, Total Desiccation Solids et Total Dissolved Solids. Facile. C'était vraiment cadeau, celle-là. Il y a quand même pas mal de bonnes réponses. Donc la bonne réponse c'était la verte, Total Dissolved Solids. En gros c'est le total de solides qu'on a dissous, qu'on a extrait de la masse du café. Nous on va l'avoir en
pourcent qu'on va pouvoir mettre ensuite dans une équation qui va nous donner en gros combien de pourcentage on va extraire du café. Il faut savoir que dans un grain de café, vous avez en gros une petite trentaine de pourcents qui est soluble. Le reste, vous pouvez le laisser dans l'eau à vitam aeternam. Ça ne va pas se dissoudre. Il n'y aura plus rien à dissoudre, il n'y aura plus rien dans le sachet. Nous, on a des standards en gros de dissolution où on sait qu'entre temps et temps de taux d'extraction, selon le matériel qu'on a, il y a des chances qu'on ait un bon résultat en tasse. Voilà, c'est pas la vérité, mais c'est une indication de base qui peut nous aider à faire une recette. Comment on le calcule ? On le calcule avec un petit appareil qui s'appelle le réfractomètre, donc qui envoie de la lumière à travers un liquide et qui va calculer la réflexion en fait avec un truc de vitesse. Je ne vais pas vous embêter avec la physique, mais qui va calculer la vitesse aller-retour pour voir en gros calculer le nombre de solides qu'il y a dans un échantillon de liquide donné. Voilà. C'est quelque chose qui est très intéressant pour les baristas pour faire une recette de café avec un café qu'ils viennent de recevoir et pour du coup perdre un peu moins de matières premières éventuellement. Et c'est très intéressant pour les torréfacteurs parce que ça nous permet de calculer en fait la solubilité de notre café, voir s'il est assez soluble, si on l'a torréfié pour l'espresso, le filtre, etc. On va viser une certaine solubilité. Voilà. C'était pas la question la plus simple. Bravo Marine. Quiz. Importance de l'eau. Quel est le pourcentage d'eau dans votre café filtre ? 62,5% en rouge, 75,5% en bleu, 98,5% en jaune et 89,5% en vert. On a eu 3 bonnes réponses. La bonne réponse, c'est 98,5%. Ça vaut le coup de montrer ce pourcentage parce que ça montre à quel point, en fait, c'est énorme. C'est énorme parce que si vous n'utilisez pas la bonne eau, vous n'arriverez pas à extraire finalement suffisamment votre café. Donc c'est pour ça que pour nous tous, c'est hyper important de pouvoir avoir la bonne eau équilibrée avec les bons minéraux pour extraire le café. Cette question, elle complète un petit peu la question précédente parce que les total dissolved solids, c'est en fait le montant de solide que vous aurez de café dans votre tasse, le reste étant de l'eau. Ce reste, c'est ça. C'est ce 98,5%. On essaie d'accélérer parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde peut-être qui attendent la conférence d'après. On y est presque, on est à la réponse 15, enfin à la question 15, et je pense qu'on sera très surpris de voir les résultats finaux. Alors, on enchaîne, quiz à réponse multiple. Pourquoi est-il conseillé d'humidifier le papier avant de faire une infusion ? En rouge, préchauffer les contenants. En bleu, coller le filtre au porte-filtre. En jaune, créer une agitation. Et en vert, se débarrasser du goût de papier. Là, on s'est calmé un peu sur le côté technique. Oui, là, ça va. Mais ça peut être utile à la maison, là. Donc, écoutez bien. Alors, donc, il y avait plusieurs bonnes réponses. Préchauffer les contenants, oui, puisque quand vous faites un café filtre manuel ou même un café filtre à la machine, eh bien, tous les produits, les objets que vous allez utiliser sont à température ambiante. Et donc, du coup, si vous avez choisi une eau à une certaine température, quand elle va rentrer en contact avec quelque chose qui est à température ambiante, ça va la faire chuter. Et du coup, votre choix de température d'eau de base n'est plus adéquat. Coller le filtre au porte-filtre, c'est très intéressant, surtout sur certaines méthodes, notamment la V60 et d'autres, le Flower Dripper, etc. Il y a pas mal de choses. Ça va permettre, en fait, les rainures qu'il y a dedans sont faites pour que l'air remonte d'une certaine façon. Et si le filtre n'est pas collé au porte-filtre, vous pouvez avoir plein de soucis par rapport à ça. Ça peut bloquer, vous pouvez avoir du café qui passe à côté, vous pouvez avoir ce qu'on appelle du bypass, donc de l'eau qui passe trop sur le côté, etc., etc. Et pour se débarrasser du goût de papier, en gros, dans le papier, vous avez une molécule qui se trouve dans le bois qui s'appelle la lignine. La lignine, c'est pas bon. Voilà.
Donc du coup, si vous ne vous en débarrassez pas, votre café aura le goût d'un tronc d'arbre. Et les troncs d'arbre, c'est très bon pour la santé de leur faire des câlins. Les lécher, beaucoup moins. Du coup, on enlève le goût de papier. Voilà. Tu lâches les chevaux, là. Oh my God! Alors là, on remue. C'est incroyable ce qui se passe sous vos yeux. Il reste plus que 3 questions à vous tous pour briller. Qu'est-ce que la granulométrie? La taille de la mouture en rouge, en bleu la fraîcheur de la mouture, en jaune le nombre de particules de mouture et en vert la répartition de la mouture. Et on a 13 bonnes réponses. Il s'agissait de la taille de la mouture et sa répartition. Alors en effet, quand on commence à acheter fièrement son café en grains, on se rend bien vite compte que son moulin compte beaucoup. Et pas que uniquement en combien de temps on doit tourner pour avoir sa mouture, mais bien comment on fait pour avoir la taille idéale. C'est un vrai exercice au début parce que vos baristas vous ont peut-être conseillé de toucher la mouture, d'ajuster en fonction de vos extractions si c'était passé trop vite ou pas assez et vraiment régler cette mouture. Mais ce qui est très important aussi, en plus que sa taille visuelle, c'est sa répartition. Plus un moulin est qualitatif, plus vous aurez un pic, une plus grosse proportion de la taille recherchée parmi tout le reste. Sachant que de toute façon, vous aurez des particules plus fines, c'est évident, et des particules plus grosses. C'est pas grave, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. D'ailleurs, on peut utiliser un tamis et se débarrasser des plus gros et des plus petits. C'est pas forcément meilleur. Ça fait partie de la constitution même du grain. Mais plus un moulin est de bonne qualité, mieux sera sa taille de mouture et sa répartition. Et c'est toujours Romu en tête. Alors, un quiz. Mon café a queue, acide et manque d'arôme. Il est donc en rouge surextrait, en bleu sous-extrait, en jaune corsé et en vert équilibré. À queue, ça veut dire qu'il a une texture d'eau, en gros. Alors, on a majoritairement des bonnes réponses. Donc, sous-extrait, ça veut dire tout simplement que le café n'a pas eu la capacité de s'extraire suffisamment. Enfin, on n'a pas réussi à extraire suffisamment d'arôme de ce café. Ça peut être plein de problèmes différents. La température est peut-être trop faible. Donc, ça veut dire que le solvant, l'eau, n'a pas assez d'énergie. La granulométrie n'est pas bonne, soit parce qu'il y a une répartition qui est à revoir, soit parce que la taille n'est pas du tout bonne. Donc, trop grosse dans ce cas-là. Vous pouvez avoir plein d'autres raisons pour la sous-extraction. Les plus grosses, en général, c'est ça ou le surdosage. Voilà. Et un TDS petit. Voilà. Du coup, un TDS petit. Bon, bah là, c'est la dernière question. C'est un énorme suspense. Est-ce que Marine va arriver à remonter ou pas? Réponse multiple. Quels sont les ennemis de la conservation du café? 1. L'air. 2. L'humidité. 3. La lumière. Et 4. La chaleur. C'est la grande finale. Et c'était absolument toutes les réponses qu'il fallait cocher. Donc l'air, l'humidité, la lumière et la chaleur. Tous peuvent détériorer finalement le café. Le café, de sa récolte jusqu'à la torréfaction, jusqu'à ce qu'il arrive chez vous, il passe plein d'étapes qui peuvent le détériorer. Et c'est pour ça qu'on essaye tous de les conserver dans des super sachets qui préservent toutes les qualités organoleptiques du grain.
C'est pour ça qu'on préfère vous conseiller d'ailleurs de l'acheter en grains et pas moulu pour qu'il y ait vraiment tout qui soit bien conservé et protégé dans cette coquille. Et la question du est-ce qu'on le met dans le frigo ou pas Franchement, il y a autant d'avis qu'il y a de professionnels du café sur le sujet, je pense. Voilà. Je pense que le frais, ça peut l'aider, surtout le froid en dessous de 0, si et seulement si le café est protégé de l'humidité qui va avec le froid en général. Donc, si vous le mettez dans un sachet sous vide, les tests qui ont été effectués par des collègues, par moi, par tous les coachs de Barista Hustle, système de formation auquel j'appartiens, on a tous considéré qu'il y avait une amélioration même au frigo, si et seulement si c'était sous vide. Après, je pense qu'il y a très bien conserver son café et faire attention à l'empreinte qu'on a aussi. Si on fait du monodose dans du plastique sous vide au froid, est-ce que c'est très specialty coffee? Je ne suis pas certain. Le mieux, c'est d'acheter son café en petite quantité, de le stocker dans un placard à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur, pas à côté de la gazinière, et d'aller chez son torréfacteur toutes les semaines ou tous les 10 jours. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Voilà, plutôt que de s'amuser à avoir des méthodes alambiquées pour gagner un tout petit peu de qualité et perdre beaucoup de temps. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir le grand vainqueur ou la grande vainqueur? Et c'est sur le podium numéro 3, Max. Lève la main, Max, sois fier. Excellent, premier de la classe. En numéro 2, Marine. Et du coup, en numéro 1, Romu. Romu, lève-toi. Savoure ta victoire. Bravo. Excellent, on l'applaudit. On espère que ça vous a plu. On se dépêche de partir. Pardon Marie-Hélène, on a un peu dépassé d'1 quart d'heure, mais on est ravis que vous ayez tous été là. Merci beaucoup, c'était super. Je pense que vous avez apprécié. On les applaudit bien fort. Merci pour l'animation en tous les cas, Laure et Dimitri.